Rebonjour, vous êtes toujours sur JMTV+, nous sommes dans le bœuf politique, dernière partie de cette très longue émission consacrée à notre invité, quelqu'un que vous aimez, que vous n'aimez pas, vous adorez son propos car il est poignant et il y va vraiment. Notre invité est toujours le professeur Charlemagne Messanga Nyamding, que nous avons plaisir à recevoir sur ce plateau pour la énième fois, et j'espère que vous reviendrez toujours. Bonjour professeur. Oui, bonjour Jacques Mafo. Bonjour à tous vos téléspectateurs. De la chaîne JMTV+. JMTV+, et merci encore pour cette invitation. Merci pour les chocolats que vous nous avez apportés. Voilà. J'en envoie dans les coulisses à votre fils. Tenez. Allez. Nous allons évoquer le cas de la République très démocratique du Congo. Généralement en Afrique, lorsqu'on ajoute le mot démocratique dans un nom, comme RDP c'est démocratique, République démocratique, il faut beaucoup chercher la démocratie. Alors, nous sommes en 2025. Voici plus de 30 ans, 31 ans minimum, qu'une guerre civile sévit dans l'est du Congo, fief des plus grosses richesses dans ce pays, voire même dans la sous-région. Monsieur Corneille Nangaa vient de déclarer... Ancien chef d'état-major. L'armée congolaise. Kabila. Sous Kabila Joseph. Oui. Bien, il faut bien préciser parce qu'il y a eu Laurent Désiré avant. C'est ça. Qui n'a pas tenu longtemps parce que... Bon. Alors, Corneille Nangaa, ancien chef d'État de l'armée congolaise, vient de déclarer que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait pas gagné les élections il y a de cela 6 ans ou 7 ans. Il y a cela 4 ans. Oui, que répondiez-vous à un tel personnage? C'est un comique. Corneille Nangaa est un comique? Oui, c'est un comique. C'est un irresponsable. Ce monsieur n'est même pas un patriote. Il devrait avoir honte. Parce que vous savez, quand vous avez servi un état-major, vous ne prenez pas les armes contre votre pays, comme il est en train de le faire actuellement. Je sais qu'il sera jugé. Ce monsieur ira à la CPI. Monsieur Nangaa, moi je suis du Cameroun, mais vous irez à la CPI. Vous allez finir votre vie à la CPI. Et de deux, pourquoi il le dit maintenant? Pas avant. Donc je crois que le problème de la République démocratique du Congo est de 2 ordres, je dirais même 3 ordres. Premièrement, comme la plupart des États en Afrique, les Congolais sont victimes de la malédiction de leur sous-sol. Qui est très riche. Le coltan, le cobalt, dont aujourd'hui le voisin rwandais est le principal exportateur. Principal exportateur d'un produit qui ne lui appartient pas. C'est cela. On parle plus du Congo et du Rwanda, mais qui sont les acheteurs de ces produits-là? L'Occident. L'Occident, c'est qui? L'Occident, c'est vague. C'est qui? C'est l'Union européenne, c'est les États-Unis, c'est qui? L'Union européenne, les États-Unis et même les grandes puissances. Bien, quand on parle de grandes puissances, on voit le Royaume-Uni, on voit la France, bien sûr, on voit les États-Unis, on voit la Belgique. Même si il y a actuellement une rupture de relations diplomatiques entre la Belgique et le Rwanda. Ce que la France ne fait pas. Voilà. J'ai le droit de les critiquer en tant que Français, n'est-ce pas? Oui, moi je crois que nous sommes là pour... Et on ne peut pas comprendre qu'au moment où les invasions sont condamnées en Ukraine, personne ne condamne ce qui se passe en RDC. Et que personne ne condamne. On parle de près de 18 millions de morts en 30 ans. Ce qui est en train de se passer, les crimes les plus odieux qui sont en train de se passer en RDC. Pire encore, deuxièmement, où est passée l'action bilatérale, c'est-à-dire entre l'État congolais et les États africains? Deuxièmement, troisième et dernier point, où est passée l'action multilatérale à 3 échelles? Nous sommes membres de la CEAC. C'est 11 États. Communauté économique d'Afrique centrale. centrale. Et dedans, vous avez le Rwanda. Dedans, vous avez
la RDC. Personne ne lève la tête. Personne. Ensuite. Personne. Dans l'autre échelle, vous avez le multilatéralisme sous-régional toujours. Vous avez East Africa Community. Ah, East Africa Community. Oui, qui est l'organisation régionale qu'appartiennent encore les deux États. Les deux États, donc, RDC, Afrique de l'Est, là. Afrique de l'Est. Et mieux encore, vous avez la SADC, c'est-à-dire South Africa Development Community. Toute l'Afrique australe. Oui, SADC, South Africa Development Community. Et là encore, impuissance. Et à l'échelle régionale, l'Union africaine. Pardon, c'est quoi ça? L'Union africaine. Vous parlez de ça, l'organisation sous-régionale. Soyons sérieux. Dites pas Charlemagne Msangayamdi. Oui. Vous parlez de ce machin qui est financé à 80% par l'Union européenne, qui achète les matières premières au Rwanda, qui n'en possède pas, qui vont en RDC en tuant les Congolais. C'est de ça que vous parlez. L'Union africaine financée par cette Union européenne. C'est une réalité. Ce machin-là. Du multilatéralisme africain. Bon, chers téléspectateurs, je vous explique, vous permettez. Je vous en prie. L'Union africaine a son siège construit à presque 100% par un pays étranger qui s'appelle la Chine. C'est vrai ou faux? Vrai. Bien. L'Union africaine est financée à 80% par l'Union européenne. Vrai ou faux? 75%, oui. 75%. Ça va, on dit tout ça. Vrai, oui. Lorsque l'Union africaine siège, et lorsque nous siégeons, les représentants de l'Union européenne sont là déjà comme sont là-dedans. Tout récemment, l'Afrique du ça. Sud et l'Algérie ont dit niet, qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on ne vote pas. Bien, on va poursuivre. Oui. Cette Union européenne-là a signé des accords avec le Rwanda, qui fait la guerre en RDC pour voler les matières premières et lui revendre. C'est ça. Et c'est avec cet argent qu'on finance l'Union africaine. C'est ça. Vous comprenez pourquoi aucun chef d'État africain ne peut lever la tête, non? Aucun. Vous comprenez pourquoi l'Union africaine ne sert à rien? Oui. On devrait dissoudre cette histoire qui nous perd du temps et qui nous... Je pense que après ce diagnostic, oui, si j'ai quelque chose à dire, ça sert pour les générations à venir. Ce sont les transformations que nous allons léguer à nos enfants. Notre génération qui a été sacrifiée. Parce que nous n'avons pas eu un accès juste au fauteuil que nous méritions. Nous autres Africains. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, souvenez-vous de cet intellectuel qui a dit que l'Afrique était mal partie. C'était René qui est encore Dumont. Dumont. À la fin de ses jours, vous savez ce qu'il a dit? Non. Elle n'est pas seulement mal partie, elle est étranglée. C'est le titre d'un de ses derniers ouvrages. Elle est étranglée. L'Afrique étranglée. Et Jacques Chirac a dit c'est une question de bon sens. Car l'argent que nous avons dans notre porte-monnaie, vous n'oubliez comprenez pas qu'il émane de l'exploitation de l'Afrique. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, l'Afrique qui pleure, l'Afrique de la transformation juste, qui peut redonner la vie à nos enfants. Vous savez où cette Afrique se trouve aujourd'hui? Dites-moi. Dans le rap, dans la chanson. Dans le rap et dans la chanson. Ces enfants-là, amusez-vous parfois à les écouter. Les Maîtres James et bien d'autres. Vous allez voir les reconstitutions. Et cette Afrique se trouvait où avant? Dans la littérature. Dans la littérature. Vous aviez des personnes comme France Fanon, Césaire, Mongo Betty, Ferdinand Oyono, et une dimension romanesque qui redonnait une conscience. Vous avez oublié un là, Chinua Achebe. Chinua Achebe. On peut les citer, ils sont très nombreux. Le monde s'effondre. Ou bien Esa Botteville Cruel, ça, avec le monde s'effondre, ça c'est équivalent. Mais vous comprenez. Dans ma tête, mais c'est terrible que lorsque vous allez dans les lycées français aujourd'hui, moi qui suis professeur aussi, et le premier cours que j'ai commencé à dispenser ici dans les universités françaises, c'était Histoire des idées politiques, qui est un cours qui porte sur 3 périodes. Quand vous parlez à un petit français, l'Antiquité gréco-romaine, l'époque médiévale, la Renaissance, jusqu'à la Révolution avec Louis XVI qui a été guillotiné, et l'époque contemporaine. Comment vous pouvez comprendre que lorsqu'on a connu Kamaralai,
lorsque vous avez lu Maïmouna et bien d'autres, comment il s'appelle? Amadou Ampateba. C'est là encore dans la tête. Et tous ces littératures de la conscience qui allaient jusqu'à la Caraïbe avec des femmes comme Marlise Condé, Ségou, hein? Et tous les combats que nous avons connus et que vous savez aujourd'hui que, étant en Afrique, on savait que Justin Katayi était un combattant noir qui a existé en Guyane. Lorsque vous savez que Gontran Damas a été un combattant qui a aussi lutté, et Césaire, à côté de Césaire dans la Caraïbe. Restons sur la RDC quand même. Mais on reste sur ça. Ouais. Mais c'est ça que je vous parle. Qu'est-ce que vous allez me parler? La RDC se détruit. Vous êtes quand même terrible. Ne perdez pas vos nerfs parce qu'il faut vous ressentir. Non, je ne peux pas. C'est que vous avez quelque chose parfois. Il faut vous limiter, sinon. Non. Vous avez un problème, c'est que pour agrémenter et mieux unir, c'est vous, sauf si vous voulez parler pour vous. Mais nous parlons pour les téléspectateurs. Donc il faut montrer que la conscience africaine a foutu le camp. Bien. Elle a foutu le camp. Comment un pays, quel que soit le cas, peut être envahi, torpillé, en pleine scène internationale où on traîne le président Poutine de tous les noms d'oiseaux, est envahi par une guérilla connue, personne n'en parle et les Africains n'en parlent pas. On lui demande de négocier le M23, sachant qui est derrière le M23. Et Emmanuel Macron ne condamne jamais cela. Et à la fois, on ne condamne jamais cela. On nous parle des mutations qui doivent s'opérer. On nous parle de démocratie. Et de démocratie. Bien. Donc c'est tout ça qu'il faut toujours mettre en avant à travers la RDC pour montrer qu'en réalité, à travers nos gouvernants africains, nous sommes chosifiés. Et à travers la relation asymétrique qui existe entre les États africains et l'Occident, nous demeurons les sempiternels esclaves. Il y a de cela quelques semaines, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnait l'agression de la République démocratique du Congo par son voisin rwandais et demandait à Paul Kagame, président de la République du Rwanda depuis 30 ans, 31 ans, de retirer ses troupes du pays voisin. Presque un mois après, rien n'a été fait et on a l'impression que rien ne se fera. Qu'est-ce qui amène Paul Kagame à tenir tête au Conseil de sécurité des Nations Unies, à votre avis? La complicité. De qui? Les liens qu'il entretient avec les pays occidentaux, qui, dans le jeu international, privilégient d'abord leurs intérêts. Vous savez, aujourd'hui, le plus dur pour le continent africain, ce n'est pas d'avoir des contestations sociales ou des gens parfois qui mettent des heures, des années au pouvoir, mais c'est d'avoir des gens qui nous ressemblent, qui sont au pouvoir et qui seront toujours là parce que, contrairement aux colons blancs, on savait que le combat, un jour, il pouvait partir. Mais ces néocolons, comme les a appelés Frantz Fanon, peau noire, masque blanc. Mais quand est-ce qu'ils vont partir? Donc vous comprenez que c'est ça le problème aujourd'hui du continent africain. Nous sommes devenus des sempiternels mendiants. Vous allez voir que lorsqu'un noir a affaire ici en Europe, ou alors est victime d'une injustice, je l'ai vu une fois au supermarché, il y a une dame qui faisait la queue, une femme noire, et subitement il y a un jeune homme blanc qui est venu se mettre derrière. Elle s'est mise à lui, j'ai des droits, j'ai des droits, j'ai des droits. Je lui ai dit, ma soeur, laisse, chez nous on n'a pas de droits. Ici, tu vas me faire, on peut te rapatrier. Laisse. Elle a insisté. Oh, j'ai des droits, j'étais là avant lui. La caissière lui dit, écoutez, c'était un supermarché, je ne vais pas citer le nom. Non, laissez comme il est déjà là, j'ai déjà pris, il n'a que 2 ou 3 trucs. Ouais. Elle a dit non, elle a bloqué la caisse. On a donc appelé la police. Quand on a appelé la police, alors qu'elle était en règle et tout, eh bien, c'est elle qui a été embarquée. Alors qu'elle avait raison. Alors, parce que nous, les Noirs, venons ici revendiquer des droits que chez nous-mêmes, on ne nous donne pas.
Moi, quand un blanc me gifle à gauche, je lui dis prends à droite. Ah bon? Mais parce que je n'ai pas de droit chez moi. Ces droits-là, moi, je me contente d'avoir une compétence reconnue ici. J'espère que votre fils n'est pas d'accord avec vous sur ce plan-là, parce que s'il doit montrer l'autre jour... Je cultive à mes enfants, avec l'expérience actuelle que je vis, d'humilité. Je leur dis, écoutez, parce que nous sommes des sempiternels globe-trotteurs sans droit, acceptons ce qu'on nous reconnaît ici comme dignité. Parce que ce que les Occidentaux, par moment, nous donnent ici, nous reconnaissent même en termes de compétences. Hein, vous voyez, quelqu'un comme moi, dans les amphis et dans les circuits de laboratoire, je suis quand même un peu respecté. Mais en Afrique, on s'en fout de vous. Vous avez beau être compétent. D'ailleurs, votre ami Sarkozy, à un moment donné, pour affirmer le respect de quelques Africains, a lancé l'immigration choisie. Regardez comment je suis bien là. Beau gosse, hein? Oui, tout simplement parce que je sors du boulot, on m'a reconnu, pas mon talent, mais on me dit qu'il y a des barrières en tant que noir que je ne peux pas dépasser. Je dis, mais tant mieux. Le plafond de verre. Le plafond de verre, bravo. Le plafond de verre, oui, bien sûr. Oh, vous êtes... je vous salue là, je n'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai travaillé chez Bolloré. Mais oui. Je sais ce que c'est pour entrer chez Bolloré. Mon entretien ne se passe pas avec le DRH, Jean Arachtendi de la télé, ni avec le DRH qui est Yves Bousco de tout le groupe Bolloré. Mon entretien d'embauche se passe avec Michel Roussin, qui est numéro 2 du groupe Bolloré, et qui est monsieur France-Afrique de Chirac. Oui, et Michel Roussin, il faut le rappeler, qui a été ministre de la coopération. Voilà, donc ministre de la France-Afrique, qui me pose des questions sur tout, sauf sur la télévision. Là, j'ai compris tout de suite que je ne serai jamais quoi que je fasse. Donc, je crois que... Alors, cette partie nous permet d'échange, de reconnaître que les Africains ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Si j'avais un ouvrage à écrire sur cette question, je dirais... Pour l'Afrique, j'accuse. Je nuancerai, je ne serais pas d'accord avec vous, mais bon, ça c'est un autre débat. Oui. On était sur la RDC. Oui. Pour vous, au vu de la situation actuelle, avec les résolutions qui sont prises au Conseil de sécurité et que M. Kagame ne respecte pas, il est toujours soutenu par ses amis, où va-t-on? C'est la dernière question après cette émission, ça clôturé. Bien. Alors, il ne respecte pas cette résolution aussi pour une autre raison. Il sait que il y a des grands intérêts qui l'encadrent dans l'exploitation du coltan et du cobalt. Je vous prends un exemple. Alors que le président angolais négociait, mais en vain, une rencontre tripartite entre l'Angola, le M23 et l'Angola, le Rwanda et le président Tshisekedi, eh bien, un grand investisseur, vous savez qu'aujourd'hui à Kigali, le Qatar est en train de construire l'un des plus grands aéroports du monde. L'un des plus gros investissements est en train de se faire. Et il finance. Et le coltan, d'ailleurs, du Rwanda, de la RDC, du Congo, passe par le Qatar qui le distribue ce coltan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, l'émir, pour mieux ridiculiser le président Tshisekedi, a envoyé tout simplement des émissaires. Je ne peux pas ici me permettre de diffamer Tshisekedi, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup de promesses et quelques dollars et un avion envoyé spécial et qui a récupéré Galega Kagame. Et dans cette rencontre, quand vous prenez les coulisses, c'est-à-dire on a des petites télés qui nous viennent souvent de vous journalistes, Kagame a savonné Tshisekedi. Il en est sorti lessivé la tête basse en lui posant des conditions claires. 1. De reconnaître le M23. 2. D'arrêter tout sabotage sur une situation qui devrait insérer ce qu'on appelle là-bas les Banyamulenge, c'est-à-dire que les Congolais d'origine rwandaise. Oui, alors vous comprenez quand même que là encore, du point de vue de ce qu'on peut appeler le mode politique et diplomatique, qui revêt la négociation, la conciliation, les médiations et les bons offices,
On a encore vu, là, un président Tshisekedi qui, de mon humble avis, permettez-moi de faire un parallèle avec le Cameroun, commet une erreur stratégique. Quand vous êtes en crise et vous êtes au pouvoir, négociez avec vos adversaires. C'est là où Biya était un maître en 92. Il a compris que s'il ne négociait pas vite avec John Fundi, Belobouba Magari, Dakoli Daisala, aujourd'hui Momo et puis Chiruma, il serait à terre. Il doit négocier. Comme aujourd'hui, moi en tant qu'homme politique, je continue en tant que biaïs à dire que négocions, discuter avec la base, discuter avec les ambazoniens. Qu'est-ce que ça vous coûte quoi quand vous êtes au pouvoir? Et c'est ce type donc de visionnaire, d'hommes humbles que malheureusement nos pays africains ne disposent pas. Très bien. Nous avons passé du bon temps, hein? À travailler. Ça s'est bien passé. Ben écoutez, non, moi je suis spontané, je suis devant vous tout naturellement avec l'analyse. On se retrouve donc sur ce même plateau bientôt avec un autre invité. D'ici là, chers téléspectateurs, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre le programme. Restez scotchés, abonnez-vous, suivez un petit peu plus. À bientôt. Bye bye.